Les buveurs d'océan par H. J. Magog. Chapitre 8. L'océan fantastique. Du pont du bâtiment qui les emportait vers la haute mer, les fugitifs n'avaient pu suivre longtemps des yeux l'automobile. À cause de la déclivité de la plage qui les plaçait en contrebas de la côte, ils l'avaient assez vite perdu de vue. Ils entendirent seulement des détonations lointaines et virent s'élever dans le ciel des colonnes de fumée. Ils étaient d'ailleurs trop préoccupés de leur propre situation pour songer à autre chose. Lorgnette en main, Jim et Archibald ne cessaient d'interroger l'horizon, s'attendant à tout instant à voir surgir de menaçantes fumées, puis des silhouettes de bâtiments de guerre envoyés à leur poursuite. Ils ne se dissimulaient pas que si l'événement se produisait, ils seraient perdus, car leur petit bâtiment ne pouvait avoir la prétention de lutter de vitesse avec la flotte japonaise. Pour l'instant, une seule tactique était possible, cingler droit vers la pleine mer, en s'éloignant de la côte, de façon à laisser derrière les navires qui commenceraient vraisemblablement leurs recherches en longeant le littoral. Mais le salut ou la perte des évadés de Tokyo dépendait uniquement de la rapidité plus ou moins grande avec laquelle leurs ennemis se mettraient en chasse. Un retard et ils étaient sauvés. Pour gagner notre point d'embarquement, nous avons fait un crochet, fit observer Jim Sandy, tandis que ces maudits japonais courent en droite ligne vers la côte. Mais le sol monte, répliqua Archibald de Glandève. Il leur faudra plus d'une heure pour regagner la terre ferme. Et de là, où iront-ils ? Au plus près, répondit Sada, là où ils seront sûrs de trouver le télégraphe. Mais les navires qui nous poursuivront ne pourront partir que de Yokohama. Il leur faudrait sortir de la baie et doubler la presqu'île, remarqua un matelot. Cela leur mangera plusieurs heures. Nous échapperons, conclut joyeusement Sada, en battant des mains. Jim Sandy resta impassible. Il faisait la part de l'imprévu. « Forcez la vitesse !» ordonna-t-il au capitaine. « Quel que soit le temps qu'on nous laisse, il faut le mettre à profit. » Et soucieux, il se remit à observer ce qu'il croyait être la côte, c'est-à-dire la bande de sol asséchée qu'on apercevait entre la mer et l'horizon. Cette bande s'éloignait avec une rapidité déconcertante, et en même temps, au-dessus d'elle, sortant pour ainsi dire des nuages, le relief du Japon apparaissait. Le rivage déchiqueté, rongé de golfes et de baies, avec les dents de ces caps dévoilés aux yeux des fugitifs, un spectacle apocalyptique et terrifiant. La côte japonaise n'était plus qu'une ligne mince de vapeur rougeoyante, au-dessus de laquelle s'élançaient des jets de flammes, retombant en pluie de feu et des colonnes de fumée noirâtre que déchiquetaient soudain des explosions, lançant vers le ciel d'énormes quartiers de roches. Tout l'horizon n'était plus qu'une chaîne de cratères béants, vomissant sans répit des tourbillons de lave. Un effroyable incendie dévorait l'île Nippon. Une formidable éruption soulevait et crevait son sol volcanique, et c'était à la fois grandiose et terrible. Jamais pareil foyer ne s'était allumé à la surface de la terre. Emporté par une force irrésistible, le vapeur était maintenant trop loin pour que les fugitifs puissent se rendre compte de toute l'ampleur du phénomène. Mais cette ligne de feu qui brûlait à l'horizon, crachant à tout instant des gerbes de flammes et des quartiers de roches, suffisait à provoquer leur terreur. « Que se passe-t-il » balbutia Sada. Et tout autour d'elle, répétait fasciné par le terrible spectacle. « Que se passe-t-il » ? Un tremblement de terre et sans doute une éruption volcanique, répondit le marquis. Au Japon, cela n'a rien d'étonnant, quoique celle-ci me paraisse d'une violence remarquable et que rien ne la fit prévoir. Rien, sauf toutefois cette inexplicable fuite de la mer, répliqua le capitaine. Que voulez-vous dire ? Questionna Jim Sandy. Qu'il y a là un ensemble de phénomènes dont les causes ne doivent pas être indépendantes. Rappelez-vous à quelle distance anormale des côtes le flot s'est retiré. Et cette stupéfiante marée dure toujours. Voyez notre navire, il vole à la surface des eaux, entraîné par un vertigineux courant, dont il vous est facile d'apprécier la violence. En effet, approuva le marquis,
remarquant soudain les sillons ininterrompus et parallèles qui semblaient courir le long des flancs du bateau, devant et derrière, l'entraînant dans leur irrésistible ruée. « J'ai laissé tomber les feux, » dit le capitaine, « et nous marchons par la seule force du courant, à une vitesse que certainement aucun navire ne dépasserait. » Les fugitifs apprécièrent fort cette assurance. « Voilà qui est merveilleux, » dit Jim Sandy. « Aurions-nous donc eu la chance de rencontrer un courant favorable ? Il en existe, je crois, dans cette partie du Pacifique. Serait-ce le Kuro-Sivo ? » « Non pas, » répliqua le capitaine. « Je vous affirme que le gaillard qui nous emporte ne figure pas sur les cartes. » « Mais alors, à quoi attribuez-vous sa soudaine apparition ? » « Voilà ce que je suppose. Il faut qu'en un lieu quelconque du Pacifique, et vraisemblablement sur la côte américaine, se produise en ce moment quelque formidable raz-de-marée. Cela seul pourrait expliquer que les flots désertent le rivage du Japon, de l'extraordinaire façon que nous avons pu observer. Soit, mais les causes, qui peut les dire ? Tempête sous-marine, éruption volcanique au fond de l'océan, liées peut-être au même phénomène sismique qui dévaste en ce moment l'île Nippon ? En attendant, ce courant et ces phénomènes nous sont favorables. Indéniablement. Je défie le plus rapide des coureurs d'océan de nous rattraper. Parfait, conclut Jim Sandy. Nous ne demandons pas autre chose. Alors, nous sommes sauvés ? Demanda vivement la marquise. Des larmes s'échappèrent des yeux de Susanna. Nous sommes sauvés, répéta-t-elle. Mais que devient Jean dans tout cela ? Il est resté au Japon, lui, sur ce sol qui brûle et qui explose. Les cœurs se serrèrent. Fallait-il supposer que le tremblement de terre et l'éruption ajoutaient au danger menaçant le jeune Français ? Le marquis tenta de rassurer sa fille. « Rien ne prouve que Jean se trouve dans la partie menacée, » répondit-il. « Songe qu'il ne s'agit là que d'un bouleversement local. Je ne pense pas que Kasuga séquestre ton fiancé à Tokyo, ni dans ses environs. Il l'aura plutôt emmené au nord de Nippon, ou peut-être dans cette mystérieuse Yezo, inaccessible aux étrangers. Songe aussi que le fidèle Guilledou est allé à son secours. » « Songez en outre, petite fille, » ajouta Jim Sandy, en effleurant amicalement la joue de mademoiselle de Glandève, « quand tout intervient la question chance, et que votre fiancé est un garçon énergique. Avec cela, on se tire des passes les plus périlleuses. » Susanna s'efforça de sourire. « J'ai confiance, » déclara-t-elle. « Tous, nous arriverons au port. » Était-ce sûr ? N'y avait-il pas doute pour eux-mêmes ? Où les entraînait le courant fantastique ? Loin de s'apaiser, le phénomène s'aggravait, et d'autres se manifestaient, qui ne pouvaient que déconcerter davantage les spectateurs. Si, devant la fuite du bâtiment, l'horizon apparaissait immuable, maintenant, à la même distance en une ligne imprécise, la jonction du ciel et de l'océan, par contre, à la droite et à la gauche, il semblait que la voûte céleste s'élevât, repoussée par deux montagnes d'eau qui paraissaient en tenter l'escalade. Comme si la convexité du globe terrestre fût devenue tout à coup une concavité. La calotte océanique, au sommet de laquelle courait le navire, semblait subir une dépression et se creuser à la façon d'un ballon qui se dégonfle. La nuit tomba sur ce spectacle étrange qui emplissait les esprits de l'angoisse de l'inexplicable. Le sommeil, qui fut trêve aux pires inquiétudes, vint imposer aux passagers son apaisante inconscience. Mais au jour, la terreur les reprit. Indubitablement, un double renflement soulevait, à leur droite et à leur gauche, le fond de l'océan. Et ce renflement parallèle les emmurait dans un couloir de plusieurs lieues de large, mais que la hauteur des montagnes liquides, entre lesquelles ils couraient, faisait paraître étroit. Plus proche d'un des versants du vallonnement, les passagers purent mieux observer le phénomène. Tandis que les flots sur lesquels ils naviguaient suivaient une direction rectiligne, l'eau qui recouvrait le plan incliné ne dévalait point perpendiculairement vers eux, selon la loi de l'attraction et de la chute des corps, mais elle glissait obliquement, suivant une direction qui formait un angle très aigu avec celle du courant. « On dirait que deux forces attirent cette nappe d'eau, » observa le capitaine. « La pente, d'abord, qui normalement devrait la lancer vers nous, et puis cette attraction mystérieuse,
à laquelle nous obéissons nous-mêmes. La journée se passa à observer le phénomène. Le lendemain, il prit un aspect nouveau. Jusqu'alors, les navigateurs avaient supposé qu'une perturbation sous-marine soulevait ces masses liquides entre lesquelles ils voguaient, et qu'elles n'étaient en quelque sorte que deux lames géantes d'un volume jusqu'alors inobservé. Mais quand l'aube réapparut, ils s'aperçurent qu'ils n'avaient plus devant les yeux qu'une mince nappe d'eau glissant sur le flanc d'une montagne de vase, surgie du fond de l'abîme. Puis soudain, les eaux cessèrent de couler, et la gigantesque montagne, devenant une chaîne uniforme de très faible pente et s'étendant à perte de vue, érigea définitivement au-dessous de l'océan sa crête asséchée. Vers le nord, mais beaucoup plus éloignée, une silhouette identique se montra, et par la bande de ciel que les deux chaînes enfermaient, les passagers purent juger de la formidable hauteur de ces sommets sous-marins. La lorgnette aux yeux, tous regardaient pétrifiés et émerveillés. « Cela a peut-être des milliers de mètres d'altitude, » émit le capitaine. « Et quelle longueur! Ce sont deux véritables continents qui surgissent du Pacifique. »« Nous ne sommes plus sur l'océan, » murmura M. de Glandève. « Voyez, ne dirait-on pas un fleuve immense couler entre des berges géantes ?»« Oh !» bégaya-t-il en pointant du doigt les flots, qui semblaient avoir perdu leur opacité glauque. « Le fond, on voit le fond !» À 5 ou 6 mètres, en effet, on apercevait un lit de vase où, déjà, des animaux s'échouaient. Entre ce sol et la surface des eaux, des poissons bizarres nageaient encore. Le capitaine devint pâle. « Que se passe-t-il derrière ces murailles ?» prononça le vieil Américain, en tendant le bras vers la chaîne la plus proche. « Qu'est devenu le monde ? Songez aux masses d'eau que ce renflement du sol sous-marin a dû rejeter sur les continents. Il y avait là de quoi submerger l'Asie et l'Amérique. Trouverons-nous une côte pour aborder, autre que ces nouveaux-nés-là ? » « C'est impossible, murmura-t-il. Nous sommes dans les parages de la fosse de Tuscarora. Nous devrions avoir près de 5000 mètres d'eau au-dessous de nous. Voyez, répéta M. de Glandève. Des lueurs phosphorescentes sillonnèrent soudain les eaux, éclairant le fond vaseux, et des formes étranges qui les projetaient s'enfuirent. « Les poissons des grands fonds !» bégaya le marin épouvanté. Les jours suivants, ils observèrent que le monstrueux enfantement continuait. Les nouveaux continents émergeaient. Ils avaient l'impression d'être au fond d'un gouffre. Comme ils vivaient la tête constamment levée vers le ciel, que les deux chaînes étranglaient de plus en plus, ils avaient cessé d'observer le courant qui les entraînait. Mais soudain un cri du capitaine les tira de leur contemplation. Il n'y avait pas à s'y tromper. C'était bien là, des représentants de la faune abyssale. Le marquis releva les yeux vers les masses sombres des montagnes. « Mais alors, dit-il d'une voix tremblante, cela ne serait pas sorti des eaux, ce serait... »« Les eaux qui baissent ?» demanda le vieux Jim imperturbable. « Voyez donc ces corps emportés à la dérive !» criait le marin. Alors, ils virent passer le long de leur bateau des cachalots, des baleines, des squales morts ou épuisés par leur lutte contre le courant. C'était un défilé ininterrompu d'épaves qui les dépassaient, emportés comme des fétus de paille sur un ruisseau grossi par l'orage. Il y avait aussi des algues, des plantes marines de toute espèce, arrachées par la violence du courant et sans doute remontées à la surface. Impressionnés par ce spectacle de débâcle, les passagers se penchèrent vers les eaux. Tout à coup, un cri s'étrangla dans la gorge du marquis. Sans plus prononcer une parole, tous se regardèrent épouvantés, et autour d'eux le niveau des eaux baissait de plus en plus. Maintenant, on voyait distinctement le fond. Au loin, des monstres marins s'échouaient, abandonnés par le courant, devenus trop faibles pour les porter. Tout à coup, un craquement se fit entendre. Un choc renversa pêle-mêle les passagers. Quand ils se relevèrent, péniblement, le bateau gisait sur son flanc, et devant lui, les eaux continuaient à fuir, le laissant sur le sol de l'étrange vallée. Puis elle disparut, découvrant une plaine de vases parsemée de monstres immobiles. L'océan était à sec.